Sans tarder, je vais laisser la place maintenant aux conférenciers. Et le plateau est maintenant à professeur Bernard Rentier et professeur Patrick Meyer. Et merci. Merci beaucoup. Je sais pas, on m'entend bien? N'hésitez pas à me le dire si je baisse le volume. Alors, d'abord, merci à Zèbre pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Je vais étonner ceux qui me connaissent bien, parce que j'ai préparé mon exposé par écrit, parce que pour se calibrer sur une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, moi, dans ces cas-là, je sais que je fais 1h30, donc par discipline, je me suis fait mon petit papier. Voilà, on se souvient tous... un peu plus près du micro. Voilà. Descendre. Le micro. Alors, je ne suis pas du tout bricoleur, hein, donc... Voilà. Ça va? Il ne veut pas descendre plus bas. Alors, voilà. Mais je vois plus ce que j'ai écrit. Bien, rapidement me présenter. Bernard Rentier, je suis virologue depuis 1969, faites le calcul. J'ai la faiblesse de croire que ça me donne une certaine compétence dans le domaine. Compétence qui m'est reconnue quand je parle comme il faut. Si j'ai une opinion divergente, on me dit « la vieillesse est un naufrage ». Alors j'ai aussi été recteur de l'Université de Liège de 2005 à 2014, ce qui me donne une petite immunité. Vous voyez de quelle immunité je peux parler. Alors on se souvient tous à quel point pendant la pandémie de Covid-19, les discussions sur la gestion de la crise pouvaient vite tourner à l'affrontement. Dès qu'une voix s'écartait un peu du discours dominant, elle se retrouvait cataloguée complotiste, coronasceptique, anti-vax et parfois même, ça m'a été réservé, eugéniste. Oui, je trouvais qu'il fallait vivre avec le virus et donc des gens fort bien, que je ne citerai pas par charité, ont trouvé que oui, j'étais virologue depuis longtemps, donc j'étais amoureux des virus, et quand on est amoureux des virus, on veut vivre avec eux. Et donc, devant cette incompréhension de vivre avec les virus, j'ai été obligé de changer ma formule et d'appeler ça « vivre malgré les virus ». Mais l'important, c'est vivre, pas s'emmurer, s'enterrer et attendre que les virus s'en aillent, ce qu'ils ne font jamais. Hein? Bien, alors, ces étiquettes-là, ça servait essentiellement à dénigrer et discréditer ceux qui osaient et remettre en question les décisions officielles concernant la gestion sanitaire, vite devenue une véritable doxa, un dogme en quelque sorte. Plutôt que d'encourager le débat d'idées, elles réduisent la discussion à un affrontement entre les bons, ceux qui suivent la ligne du consensus, entre guillemets, et les mauvais, considérés comme irrationnels ou dangereux. Cette façon de fermer le débat a fonctionné comme une stratégie rhétorique bien rodée, placer les voix discordantes dans les cases péjoratives pour éviter d'avoir à répondre sur le fond à leurs arguments. Le résultat, c'est une polarisation extrême.
Les réseaux sociaux ont amplifié tout cela en créant des bulles d'opinion où chacun se confortait dans ses certitudes. Et peu à peu, ce qui devait être une conversation collective sur la gestion d'une crise mondiale est devenu un champ de bataille d'étiquettes. L'usage des termes insultants, tout particulièrement lorsqu'ils sont mensongers, par les défenseurs du discours dominant, constitue une forme de stratégie, ce qu'on appelle de stratégie de disqualification discursive, qui vise à faire taire ou à marginaliser les opinions divergentes en les dépeignant comme irrationnelles, malfaisantes ou marginales, ce qui, dans la crise du Covid, a empêché un débat public ouvert et nuancé sur la gestion de la pandémie et les politiques sanitaires associées. Ce phénomène s'explique par plusieurs mécanismes psychosociologiques et institutionnels qu'on appelle vulgairement la psychologie de groupe. En période d'incertitude et d'anxiété collective, les gens ont besoin de se sentir unis, rassurés par une ligne claire. L'adhésion aux positions dominantes devient alors un gage d'appartenance au groupe. Cette dynamique explique pourquoi même des experts reconnus peuvent voir leur crédibilité remise en question dès lors qu'ils s'expriment des positions non conformes. La peur de la maladie, l'inconnu, la pression collective, tout ça pousse à suivre la majorité. Ceux qui doutent ou qui posent des questions deviennent vite suspects. La logique politique a accentué cette tendance. Les dirigeants, déjà sous la pression du public, ne pouvaient pas se permettre d'hésiter ni de montrer une quelconque division, de peur d'être accusés d'impréparation. À ça s'ajoute un biais bien connu, le biais d'autorité. Quand une figure publique, un scientifique ou un responsable sanitaire affirme quelque chose, beaucoup l'acceptent sans trop de recul. Plus l'autorité est perçue comme légitime, plus sa parole devient indiscutable, et plus ceux qui la contredisent paraissent déviants. Le mécanisme a été si fort qu'il a permis de rendre inaudibles ceux qui, pourtant, posaient des questions légitimes sur la cohérence ou la proportionnalité des mesures prises. Mais le tournant le plus marquant, c'est sans doute celui de la censure institutionnalisée. Pendant la pandémie, les gouvernements de plusieurs pays, en collaboration avec des grandes plateformes comme Twitter ou Facebook, ont entrepris de filtrer ce qu'ils considéraient comme la désinformation. En théorie, ça devait protéger le public. En pratique, ça a souvent conduit à museler les scientifiques expérimentés. Voici 3 exemples de contre-attaques. Le premier par des autorités supérieures, le deuxième par des pairs, P-A-I-R-S, le troisième par des journalistes. Alors, le premier par des autorités. Alors là, je vais revenir à une histoire de 2020, qui est l'affaire de la déclaration de Grete Barrington. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, il y en a, je sais bien qu'ils le sont, mais je vais quand même un peu expliquer. Elle illustre de façon saisissante la dérive du débat scientifique durant la pandémie et l'intervention autoritariste sans sommation. Publiée en octobre 2020 par 3 épidémiologistes de Stanford, de Harvard et de Oxford, excusez du peu, la déclaration de Grete Barrington proposait de concentrer la protection sur les plus vulnérables plutôt que d'imposer les nouveaux confinements qu'on annonçait à l'arrivée de l'automne 2020. Confinement généralisé, déjà porteur d'effets psychologiques, sociaux et économiques désastreux qu'on avait déjà pu dénoncer d'emblée. Je me souviens avoir été, pendant l'époque faste où les médias mainstream voulaient encore bien m'interroger, je m'étais manifesté dans ce sens-là en expliquant que ces confinements généralisés, d'abord, c'était une innovation absolue. On n'a jamais confiné une population complète, on a confiné les malades pour éviter la propagation, mais un confinement de toute la population
c'était évidemment une aberration. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. C'est un peu comme si, avec une attaque de moustique, vous sautez dans votre piscine et vous restez dans le fond de la piscine le temps que les moustiques soient partis. Hein. Il va néanmoins vous arriver un problème au bout d'un moment dans le fond de votre piscine et donc va falloir sortir parce que ce n'est pas dans votre nature de vivre dans le fond de la piscine. Voilà, bien, le confinement c'est la même chose. Donc, vous allez sortir et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attraper le virus et puis voilà, vous vivre avec. Hein. Bon. Pardon? Alors, donc voilà. Alors, cette déclaration de Great Barrington, ça n'a rien de great, hein, c'est parce que le patelin où avait lieu le colloque, où les trois spécialistes, les trois épidémiologistes se sont rencontrés pour écrire cette déclaration, s'appelle Great Barrington, c'est le nom de l'endroit. Et donc, cette déclaration a suscité une riposte absolument immédiate, organisée et implacable. Ça a été phénoménal. Et plus récemment, d'ailleurs, les enquêtes publiques, et en particulier les fameuses Twitter Files, hein, vous avez sans doute entendu parler de ça, ont montré que dès les premiers jours, Francis Collins, qui était le patron du NIH, l'Institut national de la santé des États-Unis, un endroit pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, parce que j'y ai vécu 5 ans moi-même, et Anthony Fauci, dont on a beaucoup entendu parler également, qui lui était directeur du NIAID, c'est-à-dire l'Institut des maladies infectieuses, qui sont donc les plus hautes autorités médicales des États-Unis, ont lancé une véritable campagne de discrédit de la déclaration dans les heures qui ont suivi. Les emails obtenus ultérieurement, plusieurs années après, par l'American Institute for Economic Research en attestent. 4 jours après la publication de la déclaration, Collins écrivait à Fauci qu'il fallait un démontage rapide et dévastateur du texte. Le soir même, Fauci lui transmettait un article de Wired, le journal, répondant exactement à cette commande. Collins a d'ailleurs assumé tout à fait par la suite, même plus de 2 ans plus tard, publiquement sa position, qualifiant la déclaration de marginale et dangereuse, et de proposée par des épidémiologistes marginaux. Or, tous les 3 étaient des sommités absolues du domaine, bien avant que le Covid fasse son apparition. Dans les jours suivants, les articles incendiaires à l'encontre de la déclaration sont sortis dans Wired, encore, dans le Washington Post. Et des universitaires ont été qui étaient pour leurs recherches financés par le NIH ont repris la critique. Ils ont été évidemment sollicités pour émettre des avis critiques. Les réseaux sociaux ont limité ou effacé les messages favorables à la déclaration. Bref, tout s'est mis en marche extrêmement rapidement. Les auditions parlementaires dont vous avez sans doute entendu parler qui ont lieu aux États-Unis, au Sénat en 2024, ont confirmé l'orchestration de cette offensive et la participation directe de Collins à d'autres opérations de muselage scientifique, notamment autour de l'hypothèse de l'origine du virus, dont on est pratiquement certain aujourd'hui qu'elle a été créée par des techniques génétiques d'acquisition de fonctions dans le laboratoire de virologie de Wuhan. Dire le contraire, c'est se moquer du monde. Tout indique donc que cette réaction d'une extrême violence a été coordonnée au plus haut niveau, NIH, NIAID, la Maison-Blanche, les éditions scientifiques, les médias, les plateformes numériques, pour imposer un récit unique. Les révélations ultérieures, notamment dans le jugement Missouri versus Biden, ont clairement mis au jour ce régime de censure public-privé organisé visant la déclaration et ses signataires au détriment du pluralisme scientifique. Ironie du sort, les dommages collatéraux dénoncés par la déclaration
c'est-à-dire les dommages psychologiques, éducatifs, économiques, sont aujourd'hui largement reconnus. Si la déclaration reste encore aujourd'hui rejetée par les institutions, plusieurs de ces principes, la proportionnalité, le pluralisme, l'évaluation des effets secondaires, nourrissent désormais officiellement la réflexion sur la gestion future des crises sanitaires. Tout le monde est d'accord là-dessus. Son héritage est clair. Rappeler combien le débat scientifique peut être étouffé quand le pouvoir prétend le protéger. J'en sais quelque chose pour avoir moi-même été raillé, parfois vertement, pour avoir soutenu cette approche. Ça, c'était 1, par les autorités. 2, par les pairs. Et alors là, nous en venons à un exemple que j'avais un peu développé, qui est le cas d'un certain professeur Patrick Meyer, et qui illustre les dérives de ce climat au sein même de la communauté scientifique. Mais je ne vais pas aller plus loin là-dedans, parce qu'il connaît encore mieux cette histoire. Il y a quelqu'un ici qui connaît encore mieux cette histoire que moi, c'est lui, et donc je vais lui céder la parole maintenant, et je la reprendrai tout à l'heure. Donc on va faire un petit va-et-vient, nous deux, comme ça, pour que pas vous endormiez pas. Hein. Merci beaucoup. Et voilà, moi je suis génération slide, donc je vous ai préparé quelques slides sur mon histoire. Normalement, le projecteur va s'allumer et vous les montrer. Donc, d'abord, avant de démarrer, je voudrais remercier les organisateurs et en particulier le magazine Zèbre, parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir un magazine qui donne justement la parole à des professeurs comme nous. Et donc, merci aux organisateurs. Alors, tout démarre. Donc ici, je vais raconter mon histoire. Et bon, d'abord, mon expertise, c'est l'analyse de données biologiques. Donc, je travaille dans l'intelligence artificielle à la base, mais focalisé sur vraiment les datasets type maladie, cancer et tout ça, et on essaie de trouver des variables pertinentes pour prédire l'évolution, par exemple, d'une tumeur. Et très vite, évidemment, quand on travaille dans ce genre de domaine, on se pose la question, tiens, corrélation, causalité, quelles sont les différences entre ces deux concepts? Quand est-ce qu'on peut parler de causalité? Quand est-ce qu'on peut parler de corrélation? Donc toute ma thèse de doctorat va porter sur ce sujet-là. Et plusieurs des articles que j'aurais publiés à cette époque. Et puis on arrive en 2021 et il y a tout un tas de biostatisticiens qui vont sortir des préprints qui dénoncent une surmortalité qui a l'air d'être coïncidente avec les campagnes de vaccination en Israël, en Angleterre, aux États-Unis. Et donc, à cette époque, on est dans les médias plongés dans un discours qui est quand même le discours omniprésent qui consiste à dire qu'il n'y a que des bénéfices à la vaccination, ce qui n'est pas du tout en phase avec ce que moi je lis du côté des biostatisticiens. Donc, il y a ici une espèce de clivage qui s'opère assez rapidement entre, d'un côté, on va dire, beaucoup de médecins qui passent dans les médias ou d'épidémiologistes, mais c'est toujours le monde un peu de la santé, et puis les biostatisticiens de l'autre qu'on n'entend pas, mais qui semblent, pour la grande majorité, assez d'accord qu'il y a un problème dans les données qu'on observe. Et donc, je contacterai à l'époque mon recteur pour lui dire, voilà, j'ai envie de prendre position pour un peu donner un contrepoids à ce discours omniprésent qu'on entend qui a l'air de dire que la vaccination, c'est merveilleux et qu'il y a zéro risque. C'était plus moi, recteur. Et c'était plus Bernard, non, c'était un de ses successeurs. Et donc, va s'en suivre une discussion, parce que mon recteur ne va pas être très optimiste avec ma volonté de vouloir m'exprimer. On va commencer à discuter de c'est quoi la liberté académique. Alors, il va m'expliquer que, OK, j'ai ma liberté académique en tant que professeur d'analyse de données biologiques, j'ai le droit de m'exprimer, bien sûr, mais quelles précautions je vais devoir prendre,
hein, parce que quand on s'exprime en tant que professeur, il faut faire attention de ne pas impliquer l'institution. Et puis, il va essayer de m'expliquer que les préprints auxquels je fais référence, ceux que je cite, qui sont pourtant vraiment les élites de mon domaine. Hein. Un cas classique, c'est le cas de Norman Fenton en Angleterre, qui est un scientifique qui a plusieurs ouvrages de référence, quelque chose comme des centaines de publications à son actif. Et voilà, et son préprint, personne ne veut le publier. Et donc, il va me dire, OK, mais il s'agit de préprint. Pour aller à l'encontre du discours médiatique ambiant, ça m'a l'air d'être léger de citer quelques préprints. Et donc je vais être très frustré parce que visiblement quand on est pour la vaccination, peu importe qui on est, on a le droit de s'exprimer dans les médias, mais quand on commence à dire attention, il y a quand même quelques signaux d'alerte, là par contre, on ne peut pas s'exprimer comme on veut, il faut être très très prudent. Alors je vais être très frustré parce que j'avais écrit un texte, une carte blanche que je voulais à l'époque diffuser dans les médias et vu sa réaction, je vais ne pas le faire, je ne vais pas la diffuser. Je vais entendre son discours qui est, voilà, citer des préprints c'est un peu faible, il faut quand même au minimum être un expert du domaine. Et moi, je suis là en disant, mais enfin, je suis quand même dans l'analyse de données biologiques, c'est quand même mon domaine. Mais je vais quand même l'écouter, c'est normal, c'est quand même mon recteur. Et je vais donc décider de faire une étude sur le sujet. De me dire, au fond, là, on ne va pas pouvoir contester mon expertise si je fais une étude sur le sujet. Et je vais regarder les statistiques européennes de mortalité à l'époque et me rendre compte qu'il y a vraiment des éléments anormaux dans ce signal. Et donc, ce qu'on va voir typiquement, c'est que, donc, si vous voyez la courbe ici bleu foncé, vous voyez très très bien le démarrage de la crise Covid. Ça, c'est le pic de mortalité qui va se manifester en mars de l'année 2020. Et on voit vraiment que la mortalité monte ici. Le truc qui est bizarre, c'est que les autres tranches d'âge, par exemple, si on regarde les adolescents, enfin les plus jeunes plutôt, c'est tous les moins de 15 ans, on va voir que dès que la crise Covid démarre, c'est-à-dire en mars, leur surmortalité diminue. Et elle va rester très très basse jusqu'à peu près ici. Et puis elle va remonter. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, comme on confine tout le monde, cette tranche d'âge, les jeunes, ils ont toute une série de sources en fait, de mortalité qui est liée aux activités sportives, aux voyages, assez peu aux maladies, assez peu au Covid. Et donc, en fait, ils vont rentrer en sous-mortalité très prononcée pendant toute cette année jusqu'à un moment bien précis. Si on regarde les moins de 45 ans, on va voir, OK, en mars, il y a un pic un peu moins grand pour eux. Et puis, ils reprennent une tendance tout à fait habituelle. On voit celle de 2019 en dessous. Donc, on reprend la même trajectoire une fois qu'on a passé le pic. Donc ici, c'est des surmortalités cumulées. Donc, au départ, il y a un pic et puis on reprend une trajectoire normale. Et puis, qu'est-ce qui se passe en 2021? On reste sur la même trajectoire. Vraiment, il se passe exactement la même chose que pour l'année précédente. Et puis, ça décolle. Et ça décolle à un moment complètement différent des 45-65 et des 0,15. Et en fait, croyez-le ou non, le moment où ça décolle dans chaque tranche d'âge, c'est le moment où démarrent les campagnes de vaccination. Donc je suis évidemment face à ce constat qu'il y a quelque chose de bizarre et bien sûr, on va m'expliquer, mais c'est normal, une fois qu'on est vacciné, les libertés reprennent et les gens se mettent à faire les fous sur les routes et ils meurent. Et donc je comprends bien que je ne peux pas m'arrêter à ce signal-là, je vais devoir aller un peu plus loin. Je vais commencer à regarder les corrélations. Et je vais voir en effet qu'il y a des corrélations négatives entre les doses. On peut trouver le nombre de doses délivrées dans chaque pays et dans chaque tranche d'âge et les morts du Covid. Et on voit en effet des corrélations négatives. Ça veut dire plus on donne de doses et moins il y a de morts Covid. Super, le vaccin fonctionne, il protège du Covid. Le problème, c'est que quand on regarde la mortalité toute cause, il n'y a plus de corrélation. La corrélation disparaît. Donc plus on donne de doses et visiblement, les morts toute cause sont très peu corrélé au nombre de doses. Donc ça veut dire, c'est un cas classique dans la littérature de la causalité, justement des liens causalité-corrélation, c'est peut-être qu'il y ait
en même temps qu'on diminue les morts Covid, on augmente d'autres sources de mortalité. Alors peut-être des chocs anaphylactiques, peut-être des crises cardiaques, mais en tout cas, il y a cette espèce de contrebalancement dans le signal de surmortalité. Donc je vais commencer à dire, OK, au niveau des corrélations, il se passe quelque chose d'étrange. Et puis je vais pousser plus loin, parce qu'on sait bien qu'ici, il faut être très prudent. Je vais commencer à faire des modèles prédictifs. Et je vais dire, on va regarder comment est-ce que, si je peux prédire la surmortalité avec le nombre de doses. Et normalement, le nombre de doses ne doit pas m'aider à prédire la surmortalité. Et je vais faire des modèles linéaires, non linéaires. Je vais triturer mes modèles dans tous les sens. Et systématiquement, cette variable nombre de doses permet d'expliquer la surmortalité, le signal de surmortalité. Et donc, je vais arriver embêté avec cette conclusion et de me dire, bon, ben, comment est-ce que je défends maintenant cette conclusion parce que, visiblement, les vaccins qu'on nous présente comme sûrs n'ont pas l'air d'être aussi sûrs que ça. Je ne peux pas parler de l'efficacité, mais au niveau de la sécurité, on est légitimement en droit de se poser des questions avec le signal qu'on observe. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais commencer à consulter mes collègues à l'université. Je vais consulter des virologues, je vais consulter des biostatisticiens. Je vais avoir de nombreux échanges avec eux qui vont me permettre d'affiner mes conclusions. Et puis, je vais soumettre mon article à des journaux scientifiques. De nouveau, dans ce but d'avoir une expertise qui va me permettre après de m'exprimer et de dire, attention, peut-être qu'il faut se focaliser, comme pour la déclaration de Great Barrington, seulement sur les populations fragiles. Parce que, OK, il faut protéger les populations fragiles, mais il y a une balance coût-bénéfice qui vient se manifester automatiquement pour les populations saines. Mais je vais me retrouver devant un dilemme, et qui est le dilemme de est-ce que je vais m'exprimer publiquement alors que ça va m'attirer probablement des attaques. On a déjà vu ce qui se passait pour ceux qui contestaient l'autorité à l'époque de 2020 de la déclaration de Great Barrington. Et je me dis, en fait, il y a un élément simple parce qu'on arrive en fait au moment du débat sur l'obligation vaccinale. Donc je me sens là coincé parce que soudainement, les autorités pensent que c'est peut-être une bonne idée d'imposer la vaccination obligatoire, comme nos voisins en Autriche ont réussi à le faire. Et là, je me dis, au fond, on voit bien que même dans les rapports les plus pro-vaccin Covid, ils montrent tous qu'il y a zéro bénéfice pour les moins de 45 ans. Donc, pourquoi aller développer la vaccination obligatoire s'il n'y a pas de bénéfice pour les moins de 45 ans? Et alors, on va sortir ce discours de « Non, mais OK, les moins de 45 ans, ils ne sont pas à risque, mais ils doivent protéger les autres. » Donc, soudainement, il va falloir que les moins de 45 ans se vaccinent pour protéger les autres qui sont vaccinés, mais qui peut-être ont un vaccin qui ne fonctionne pas. Alors, le raisonnement tient la route si le vaccin n'a pas de problème de sécurité, mais comme je vous l'ai dit, je vois, moi, au niveau des statistiques, qu'il y a de quoi s'interroger sur la sécurité du vaccin. Et donc, je possède quelque part en main ces chiffres qui permettent quand même de dire, à mon avis, il faut mieux considérer la balance coût-bénéfice. Et je vois bien que pour les moins de 45 ans, il y a juste normalement pas de débat. Et donc, je vais sortir à ce moment-là mes résultats. Malgré de nombreux débats avec des gens proches de moi qui vont me dire « Mais tu vas avoir plein d'emmerdes, pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et je leur réponds « Mais si je ne le fais pas, est-ce que je pourrais encore me regarder dans la glace plus tard Après, la vaccination obligatoire va passer et puis on va découvrir que j'avais raison, mais j'aurais rien dit à l'époque, donc comment est-ce que je fais ?» Et donc, voilà. Merci. Et donc, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais m'exprimer. Je vais d'abord lâcher mon préprint sur ResearchGate, comme ça au moins c'est public, et mes analyses sont publiques. Et puis, je vais lâcher une vidéo YouTube qui explique en quelques mots les résultats pour le grand public, avec cette intention finalement qu'on ne détourne pas mes propres propos, parce que c'est arrivé à quelques scientifiques qu'on leur prête des propos qui ne sont pas les leurs. Donc, je me suis dit autant que je le fasse moi-même, puisque mes résultats sont publics. Tout le monde peut s'exprimer dessus à partir du moment où ils sont publics. Bien, ça ne passera pas. Entre-temps, j'aurai une interview dans un média alternatif du nom de BAM, où je vais dire qu'en fait, c'est très facile de me contredire. Il suffit de relâcher le statut vaccinal des décédés.
Et en fait, soit on voit que la colonne des décédés a plus ou moins la même hauteur que pour les vaccinés que pour les non-vaccinés, et le débat est clos, je me suis trompé, soit il y a une différence au niveau de ces colonnes, et là, il faut regarder ce qui se passe. Donc je dis, c'est assez simple de me contredire, c'est falsifiable, c'est le but de la science, c'est de donner l'expérience qui permet de se contredire soi-même. Et là, je vais me prendre une volée d'attaques. Donc je me retrouve avec 4, 5 types d'attaques où chacun me reproche ce qu'il fait lui. On me reproche de ne pas déclarer des conflits d'intérêts alors que j'en ai pas. On me reproche de m'exprimer sur des sujets très diversifiés alors que je parle dans mon domaine. On va me reprocher de ne pas parler en mon nom propre. Enfin, bref, je vais faire le miroir de tout le monde et je vais prendre toutes ces attaques. Ça va être une période assez difficile. Heureusement, je serai aussi soutenu. Je serai rejoint par Pierre Chaillot, qui est un statisticien qui va, à la suite de nos analyses, écrire pas mal de livres là-dessus. Je serai rejoint par d'autres analystes qui préfèrent rester anonymes, mais qui vont analyser des données et arriver à des conclusions similaires aux miennes. Donc, ils vont me contacter parce qu'ils ont des résultats similaires aux miens. Je serai aussi contacté par le COSICO, un groupe de scientifiques qui va contester les politiques, en tout cas le tout vaccin. Et le CSI en France va aussi me contacter, donc je vais aussi faire une présentation au CSI, qui est l'équivalent en France, donc un groupe de scientifiques qui va contester la politique de l'époque. Sam Brocken, ici au gouvernement, va être impliqué dans les débats sur l'obligation vaccinale et va notamment citer mes travaux pour bloquer cette obligation vaccinale. Kéros Press va aussi me soutenir avec une émission où ils vont quand même s'étonner de toutes les attaques que je subis. Laurent Toubiana, épidémiologiste en France, va demander au Sénat les données du statut vaccinal des décès. Il va les justifier notamment avec mon préprint, mais avec des tas d'autres documents scientifiques. Et évidemment, il ne les obtiendra jamais. Et puis mon préprint va recevoir tout un tas de recommandations et il va être en fait très très partagé. Donc au moins, quelque part, ce n'était pas un coup dans l'eau, ça a quand même servi. Et à la suite de ça, Pierre Chaillot et moi, on va commencer à travailler pays par pays, signal par signal, pour regarder si oui ou non ces résultats que j'avais obtenus avec des modèles assez complexes peuvent se vérifier. Et on va se rendre compte qu'il y a vraiment des exemples marquants comme des pics de surmortalité qui vont se manifester à des moments différents dans 2 tranches d'âge dans un même pays. Donc ici, vous voyez les 25-49 ans, mais quand on regarde les 70-79 ans, ce n'est pas au même moment que survient leur pic à eux. Et par contre, le point commun, c'est, vous voyez en dessous, le nombre de doses délivrées. Et donc le point commun, c'est que pile entre les 2 doses, on va avoir un signal de surmortalité dans chacune de ces tranches d'âge. On va aussi avoir des surmortalités donc de 2 pays voisins, la même tranche d'âge, donc qui devrait a priori, puisque si on regarde 2019 et 2020, les pics de surmortalité tombent en même temps pour les 2 pays et pour toutes les tranches d'âge. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de très bizarre. On va avoir en Autriche un pic qui se manifeste autour de la dose 1. Et puis en Croatie, juste à côté, on va avoir un pic qui se manifeste au moment du minimum des Autrichiens. Donc les Autrichiens, à ce moment-là, ils sont en sous-mortalité, mais en Croatie, ils sont en surmortalité. Et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ils sont en surmortalité? C'est parce que les Croates, ils n'ont pas tout de suite pris le vaccin. Ils ont attendu qu'il y ait ce fameux pass vaccinal qui se mette en place. Et là, les jeunes Croates ont visiblement plus décidé de se mettre au vaccin parce qu'ils avaient envie de garder leur liberté. Et c'est là que va se manifester leur pic chez eux. Donc on va arriver à la conclusion que vraisemblablement, on ne s'est pas trompé. Vraisemblablement, parce qu'il s'agit évidemment de statistiques. Alors on va confirmer ça avec des Google Trends. Et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs on m'opposera certains collègues que les Google Trends, c'est pas sérieux. Mais les Google Trends, c'est les gens qui tapent dans Google une recherche. Et en fait, il y a de plus en plus d'articles scientifiques qui montrent que les Google Trends sont très informatifs. Et donc, vous voyez ici les gens qui Google perte de goût. Et alors, on voit que les gens Google perte de goût presque systématiquement au même moment qu'au moment des vagues Covid.
surtout les deux premières vagues où c'est un des symptômes majeurs, mais ça va aussi se manifester dans les vagues suivantes. Et donc il y a une corrélation super forte entre perte de goût et les recherches liées au Covid. Donc simplement les gens qui tapent Covid dans Google. Et alors il y a les gens qui tapent vaccin dans Google. Vaccin ou vaccine en anglais, mais on va regarder les deux, et on va surtout regarder ça en France, donc on va regarder ça en français, et on va se rendre compte que perte de goût est absolument pas liée à la recherche vaccin. Elle est très fort liée à la recherche Covid. À l'inverse, si on tape péricardite, qui est un des symptômes connus du vaccin, on va retrouver une corrélation très bonne avec le vaccin et assez faible avec le Covid. Donc les deux effets secondaires du vaccin ou du Covid sont très marqués, mais vont nous fournir une échelle en fait, une échelle de recherche. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on a tout un tas d'autres mots comme hôpital urgence, médecin de garde, arrêt cardiaque, caillot, décédé jeune, retrouvé mort, qui vont tous avoir une corrélation avec le vaccin ou avec les recherches, les requêtes Google de vaccin plutôt que celles du mot Covid. Et on ne parle pas des gens qui tapent les deux mots ensemble, genre vaccin et retrouvé mort. C'est pas ça. C'est vraiment, d'un côté, on a les gens qui tapent retrouvé mort et de l'autre, les gens qui tapent vaccin. Et il se trouve que les deux signaux sont coïncidents. Donc c'est indépendant, bien sûr. On va publier ça dans plusieurs documents. Un livre du Cossico, le livre de Pierre Chaillot, un autre regard sur le Covid auquel je vais contribuer. Et puis, on va être enfin peer-reviewé. Il aura fallu 2 ans entre mon préprint et la publication dans une conférence, mais peer-reviewé. Donc, ça a été relu par des pairs. Et on sera... donc, toutes ces expériences seront dans cet article. Mais cette crise va vraiment mettre en avant le fait que, en fait, les biostatisticiens, on va dire aux médecins, attention, ceux qui s'opposent, vous n'avez pas le droit de parler parce que ce n'est pas très déontologique d'aller à l'encontre du reste du corps médical. Et on va dire aux statisticiens, attention, vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas le droit de parler. Donc ça va être assez compliqué finalement de naviguer cette période. Alors, pour conclure cette petite partie, et je rends la parole à Bernard juste après, on a vu comment le consensus scientifique a été, c'est un terme qui a été détourné parce qu'il n'y avait pas de consensus. On a vu comment les conflits d'intérêts aussi ont pu être détournés, parce qu'on a évidemment crié sur tous les toits que Geert Vanden Bossche avait des conflits d'intérêts, alors que tous les autres médecins qui se sont exprimés qui avaient des conflits d'intérêts n'ont pas été décriés comme lui. On a, grâce à ce consensus scientifique et ces conflits d'intérêts, empêché tout débat. On a porté atteinte à la liberté académique, ce que je trouve, moi, très dérangeant, évidemment, puisque c'est un des fondements de notre démocratie. On a retourné le principe de précaution. Le principe de précaution qui consiste à dire, en fait, on ne va pas donner un produit qui n'est pas vérifié expérimentalement comme sûr à des enfants qui n'en ont pas besoin. Le principe de précaution, c'est on va le donner aux enfants pour qu'ils puissent protéger des vaccinés qui pourraient être en danger si jamais le vaccin ne marche pas. Donc on a retourné le principe de précaution dans l'autre sens. Voilà, et je reviens parler des stats juste après. Voilà, on a décidé de parler comme ça en alternance, comme ça on a plus d'applaudissements. Bien, donc voilà, attaque, discrédit, disqualification par les pairs. Maintenant, par les journalistes. Alors, d'abord, je vous épargne un épisode intéressant qui est tout à mon honneur parce que j'ai été déclaré par des journalistes bien connus de la RTBF comme étant le responsable de la deuxième vague. Alors ça, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui peuvent se vanter de ça.